Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Au sommaire de cette deuxième émission 2022, convention annuelle et réforme du courtage, c'est parti. Avec moi, 3 invités. David Charlet, président de l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Pascal Labigne, vice-président d'Anacofi Courtage, bonjour. Bonjour. Et Guy Cohen, vice-président de l'Anacofi, bonjour. Bonjour Laurent. Messieurs, je vous propose de commencer avec l'actualité. Ces dernières émissions, on a beaucoup parlé de la crise sanitaire. Et on a cru en sortir. C'est pas si certain que ça qu'on en soit vraiment sorti. Mais là, il y a un drame au moins aussi important, voire plus important, qui est arrivé. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un événement, évidemment, qui a des répercussions humaines, humanitaires, morales et très nombreuses, mais économiques aussi. Est-ce que d'ores et déjà, cet événement, il a une incidence et des conséquences sur certains de vos membres ? Alors, si on parle des membres, oui, forcément, il en a directement et indirectement. Directement en ce qui concerne leur business, puisque certaines choses sont plus compliquées à faire, mais je pense que Pascal et Guy pourront en parler. L'association en elle-même, ce qu'elle peut voir apparaître, c'est des inquiétudes, des demandes de comment on doit se comporter. Donc, rappel des règles, le registre du gel des avoirs, quand la France n'aime plus un certain nombre de personnes et trouve qu'elle ne les veut pas sur son territoire ou qu'elle ne veut pas que leur argent soit géré sur le sol français, elle implémente son registre du gel des avoirs que toutes les entreprises de nos métiers doivent connaître et interroger. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui peut en effet être leur business avec la Russie ou avec l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que dans nos membres, on a des chefs d'entreprise qui sont franco-ukrainiens, franco-russes ou russes ou ukrainiens. Et donc, dans une association nationale, l'origine, la nationalité du dirigeant n'a pas d'importance. Donc, il y a aussi cet aspect-là des gens qui ont un business et voire une nationalité d'origine. Voilà, donc ceux-là, ils peuvent venir aussi vers nous. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Ouais. Peu, franchement, très peu. On s'attendait à ce qu'on ait plus d'interpellations, pour être tout à fait honnête. Mais c'est vrai que pour la première fois, on a eu à regarder sur une création d'entreprise, un nouveau chef d'entreprise russe, qui dépose un dossier chez nous. On a dû regarder s'il n'était pas sur un registre et on a quelques petites questions. On les a eues au tout début. Paradoxalement, on les a eues au tout début de cette crise, ces quelques questions. On n'en a plus tellement aujourd'hui. Je pense que les professionnels connaissent leur job et que ceux qui travaillent entre France et Ukraine ou entre France et Russie, ils se sont adaptés naturellement parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on manque de sources d'information quand même. Là par contre, on peut dire beaucoup de choses, mais pas ça. Ouais. Surtout quand on est directement concerné. Voilà. Effet, après, c'est le business, c'est les clients. C'est ça, je pense que chacun d'entre nous peut en parler, quoi. Exactement, parce que ça j'imagine que ça a un vrai impact sur la façon de faire. Ça a un impact considérable, parce que vous parliez tout à l'heure de la Covid. La Covid qui avait un impact considérable, qui a changé, qui a fait plein de mutations sur autres. On espérait, malheureusement, on est sur une période électorale, ce qui n'arrange pas, puisque c'est toujours bloqué, et là, la guerre. Cette guerre qui est venue a complètement bloqué dans l'esprit les gens. C'est-à-dire que les gens auxquels tous nos clients se posent la question, on va devenir quoi ? Est-ce qu'on va placer ? Est-ce qu'on va investir dans l'immobilier ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On avait de l'argent placé, on ne va pas le faire. On est véritablement dans une expectative qui est compliquée à gérer pour nous. Et après, comment leur conseiller, se rapprocher au niveau des associations, au niveau de notre savoir-faire, c'est très important parce que là, on est là pour aider et pour les conseiller. Surtout, on est dans une position d'attentiste comme tout le monde, puisque de toute façon, on ne maîtrise pas. Ben oui, c'est l'attentisme aujourd'hui que l'on constate chez les clients. Et les élections, guerre, et surtout, on revient, pour des gens qui sont moins jeunes que vous, on revient à des époques qu'on a connues avant. Et là, c'est pour moi pas une surprise, mais pour mes collègues plus jeunes, oui, les guerres, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas pratiquement depuis 40 ans. Ouais. Oui, enfin là-dessus, je pense qu'on avait tous perdu nos repères. Parce que quand on dit qu'on n'avait pas eu de guerre en Europe, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 25 ans, on avait la Yougoslavie, et elle était bien encore plus au cœur de l'Europe, et on avait des bases et des flux et des actions qui partaient d'Allemagne et de France beaucoup plus directement qu'aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait des éléments perturbants, bon, ceci dit, de cette ampleur, pas. Et c'est vrai que ça provoque de l'attentisme.
Et paradoxalement, c'est aussi un sujet comment dire, comme le Covid. C'est pour nos métiers, c'est leur job que d'essayer de répondre aux clients, si ce n'est que s'ils ne décident pas d'être attentistes. Voilà. Et on constate dans toutes les crises, et surtout quand tu le disais très bien, il y a une élection présidentielle qui arrive, alors là ça provoque de l'attentisme déjà par nature. Donc ça fait beaucoup. Mais par contre, pour ceux qui ont envie de faire, il faut surtout venir vers nos métiers, parce que jouer sans conseil, là c'est ch'pidé, hein, on y reviendra certainement plus tard, mais c'est notre job au moins d'avoir une analyse de ce qui se passe et de ce qu'il est possible d'envisager, et en faisant cette analyse professionnellement. Donc je pense que nos métiers ont quelque chose à faire là-dedans. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que le gros problème, là, c'est la mondialisation. Parce qu'on n'avait pas conscience d'une guerre qui pouvait être mondiale. Et ça, les gens ont extrêmement peur. C'est ça qui change. Oui. C'est parce que les guerres intra-européennes qu'il y a eu, effectivement, mais ça ne touchait pas directement. Là, tout le monde se sent touché en se disant... Si la Russie est une puissance nucléaire. Et c'est une grosse puissance. Effectivement, ça change la donne. Mais... Et on est là pour accueillir les gens, pour leur dire, écoutez, on a peut-être des solutions. Vous n'avez pas constaté aujourd'hui de comportement un peu de panique du genre, moi je vais transférer mes avoirs aux US, hors Europe ou... J'en ai pas constaté, il y en a certainement un peu. On a eu quand même un vent de panique où les gens nous ont dit ça baisse et tout, ça va être catastrophique, il faut sortir l'argent. Ouais. On dit c'est peut-être pas trop le moment de sortir, et puis de toute façon on va attendre de voir, puisque c'est pas le moment de s'en aller. Et on s'aperçoit que contrairement à ce qui avait été dit, la bourse a certes baissé, mais elle n'a pas tant baissé que ça. Non, en fait, on voit que l'économie, elle est quand même puissante et qu'elle arrive à tenir. Donc c'est quand même des signes. Et en espérant qu'il y ait une issue à ce conflit, ça pourrait redémarrer assez vite si ça ne s'éternise pas. C'est quand même des points qui pourraient être des points pour l'avenir. Alors, l'international, il y a peu de clients qui sont demandeurs, il y a peu de CGP qui savent le faire, il y a peu de banques qui savent le faire pour un client retail. Donc, si on est en train de parler des clients retail, les phénomènes de flight ou quelque chose, tous les clients vont pas redéployer leur patrimoine en Amérique du Sud alors qu'ils parlent ni espagnol ni portugais et qu'ils n'ont aucune idée de la culture qui est là-bas. Faut être très clair. Et que s'ils cherchent des conseillers qui sont entre les deux mondes, ils vont en trouver une poignée. Donc voilà. Donc c'est pas un réflexe. Autant leur premier réflexe, c'est de chercher une poche vers laquelle orienter à l'intérieur du monde qu'ils connaissent, qui est globalement un monde français et un peu plus largement un monde européen. Voilà. Or, il se trouve qu'actuellement, ce conflit impacte toute la zone. Voilà. D'où cette espèce de... écoutez, regardez que le Covid, ils ont laissé en trésorerie, là, laissons en trésorerie, on verra plus tard, d'une partie des clients. Et pour eux, en plus, ça, c'est pas plus grave qu'autre chose. Hein. Ils ne le perdent pas, c'est sur leur compte. Après, inflation, pas inflation, faut voir. Mais voilà. En termes d'aide au peuple ukrainien, comment se positionne l'Anacofi ? Alors, l'Anacofi ne fait pas de politique, on a l'habitude de le dire, parce qu'une organisation professionnelle ne doit pas en faire. Ceci dit, il n'est pas faire de la politique que d'aider un peuple qui est en train de s'en prendre plein la figure. Voilà. Donc, on n'a pas les moyens internes de mettre en place quelque chose d'un peu solide, même si on a beaucoup d'adhérents, et donc la somme de nos adhérents a beaucoup de moyens. Donc ce que l'on a fait exactement comme on avait fait pour Notre-Dame, c'est qu'on s'est associé à l'initiative de la Fondation de France, qui est un partenaire depuis, 15 ans, de l'Anacofi, enfin depuis très longtemps. Et on a souvent fait ça comme ça avec eux, donc on s'est plugué sur eux, on s'est rattaché à leur initiative, ça a été notre première action, et qu'on a mise en place quasiment tout de suite. Et puis ensuite, il s'est mis en place une initiative dans l'écosystème, on va dire banque, finance, assurance, mais pas que, aussi MEDEF et tout ce petit monde-là des organisations professionnelles de ce type-là. Et on l'a relayé aussi. On est arrivé un peu trop tard pour s'associer pleinement. Un peu trop tard, c'est pas qu'on n'aurait pas voulu, on est arrivé un peu trop tard, tout était lancé. Donc on l'a relayé, et là l'idée est effectivement, avec ces deux trucs-là, d'offrir des solutions pour que ceux d'entre nous qui le veulent puissent donner un coup de main économique ou en temps ou autre, enfin en allant vers une organisation qui, elle, gère ça, ce que nous, on ne saura malheureusement pas faire. Voilà. Pascal, j'allais dire le redémarrage économique post-Covid, alors un post vraiment entre guillemets, nous a fait redécouvrir l'inflation. Là, avec la guerre, la hausse des matières premières notamment,
On est, je crois, fin mars en rythme annuel à 4,5 en France, encore plus en Europe. Voilà. Est-ce que ça signifie que, alors qu'on disait les taux vont remonter doucement, est-ce qu'on peut craindre une remontée plus rapide des taux d'intérêt ? Là, alors, pour revenir sur les taux d'intérêt, on a des banques qui remontaient des taux d'intérêt sur le mois dernier de 0,57 centimes, ce qui n'a jamais été vu. C'est des banques locales qui avaient joué véritablement le bas du plafond. On s'aperçoit que dans la majorité, les taux ont augmenté entre 10 et 15 centimes. Donc ça n'a pas été une répercussion énorme. Néanmoins, il y a une forte tension sur les taux, notamment sur les taux longs. Et on a le problème du taux d'usure qui va être sous-jacent derrière. Et le taux d'usure risque de bloquer complètement le redémarrage économique, puisque en fait, si on n'arrive plus à financer, parce qu'on est bloqué sur le taux d'usure, allié à ça, à ce qui a été donné par le Haut Conseil de la sécurité financière, qui a bloqué les taux d'endettement et autres, ça risque de compliquer le redémarrage. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir s'attacher très rapidement pour libérer quelques données pour qu'on puisse accélérer si véritablement il y a une demande, parce qu'on risque d'être bloqué sur le marché locatif, sur la résidence principale et sur la primo-accession. Effectivement, ça risque de poser de gros problèmes. Alors c'était naturellement la question qui vient après, parce que dès qu'on parle de remontée des taux d'intérêt, on pense au marché de l'immobilier, au prix. À quoi on peut s'attendre sur ce marché ? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on fait une analyse globale sur les prix, on parle Paris a légèrement baissé. Enfin, quand on regarde les prix parisiens... Moins 2,5. Donc ça pouvait baisser. Voilà, on s'aperçoit que la baisse n'est quand même pas significative. On a tous les marchés qui sont dits porteurs où il y a une très 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 forte augmentation. Il peut y avoir une stagnation, mais après la telle forte augmentation, je pense que ça ne va pas... Maintenant, pour en avoir discuté avec des gens, et notamment des gens locaux et sur des secteurs porteurs, puisque je suis sur de La Rochelle, donc c'est un secteur où il y a une forte demande, il y a un blocage à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de transactions, les gens commencent à regarder les prix, alors que vous parliez de l'après-Covid, on achetait tout, à n'importe quel prix. J'ai vu des agents immobiliers pendant la Covid qui n'ont jamais vu ça, ils ont invité plusieurs personnes dans le cabinet et ça a été au plus offrant. On n'était même plus au marché où le bien était affiché. Là, maintenant, c'est fini. Ils nous ont dit, là, le marché, il est en train de prendre sa forme. Il n'a pas baissé. Mais néanmoins, il va y avoir une régulation du marché. Et sur les secteurs non porteurs, je pense qu'il y a déjà une baisse significative. Alors, on peut peut-être dire un mot, d'ailleurs, en passant, même si on y revient tout à l'heure, effectivement, de cette problématique immobilière du moment. Les prix sont très hauts dans certaines zones tendues, ça pose question. Certaines personnes qui vivent localement ne peuvent plus acheter. Oui, c'est un vrai sujet qui vient en plus s'additionner avec celui de tout ce qui est bien en location, en gestion par un tiers du propriétaire, donc tout ce qu'on appelle les loueurs en meublé ou pas d'ailleurs, mais... Et on a un problème d'achat par des gens qui ne sont pas de là au départ et qui n'ont pas l'intention de venir y vivre, et puis qui finalement se disent que peut-être ils vont venir y vivre, mais c'est pas sûr, mais ce qui empêche les locaux de pouvoir acheter. Alors, parler d'inflation, c'est vrai que si par exemple on avait un coup d'arrêt sur la progression des prix de l'immobilier, mais avec une inflation qui se répercutait sur les revenus, on aurait un effet de rattrapage. Ceci dit, là, je pense que la Covid a vraiment beaucoup changé les choses pour certaines zones, pas forcément pour toutes. Et après, la modification de la manière de travailler va vraiment tout changer. On a à peine commencé à voir ce que ça pourrait être le monde de l'immobilier d'après Covid, qu'on se tape une crise qui rechange les choses par le sujet de la réorganisation économique qu'il va falloir faire. Et du coup, c'est vrai que le croisement des analyses que l'un et l'autre peuvent amener à faire peut amener à dire des choses qui seraient limite contradictoires. Alors, c'est comme tout. Je pense que là, il faut laisser un tout petit peu retomber pour y voir très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une perturbation dans un peu tous les domaines. Il n'y a pas de raison qu'elle n'impacte pas l'immobilier. Disons que peut-être que sur l'immobilier, les effets pourraient être un peu plus lents à cause justement de cet attentisme d'une part, à cause de cette inflation qui part pas, tu parlais du financement par les banques. On dessert pas.
le taux de l'usure ou pas. Si on le dessert ou on le dessert pas, ça n'a pas exactement. C'est pas la même chose qui se passe derrière. Donc tous ces éléments-là, élection présidentielle, tiens, je serais étonné qu'on prenne des décisions avant, voyez-vous. Donc là, on est à ce moment-là, et on a l'habitude de gérer une crise en même temps. On en gère deux là. Et attention, c'est très bien. La Covid est finie. Pas sûr. Pas sûr. Non, c'est pour ça, entre guillemets. Non. Pas sûr. Non. Cette histoire-là, elle est peut-être pas encore terminée. Les Chinois reconfinent. Oui, à Shanghai, ils reconfinent. Oui, ils reconfinent, les Chinois. Alors, on ne reconfinera pas, on ne retraitera pas comme on a traité avant, ça c'est sûr. Mais Oui, bah, ça, le devenir et les effets de cette crise ne sont pas encore terminés. bien sûr. Autre question, vous disiez, voilà, les gens finalement, dans ce contexte de ça, assez sainement se disent on va temporiser, on cherche de la sécurité. Du coup, est-ce que ça veut dire que ça relance les fonds en euros ? Oui, les gens aimeraient bien placer tout en euros. Malheureusement, maintenant, c'est plus possible. Donc, on a beaucoup de demandes sur du placement en fonds euros. Effectivement, après, on pourra revenir sur les fonds euros, comment ils étaient constitués. Ils ne sont pas très rémunérateurs tout de suite pour avoir de nouvelles poches. Mais néanmoins, on est bloqué. Donc, on voit certaines compagnies qui ont réfléchi en mettant des fonds, pas vraiment euros, mais sur lesquels, si on est placé 10 ans, on peut garder le capital. Et on commence à réfléchir. Mais de toute façon, on ne fera pas la totalité. Donc, ces fonds-là, eh bien, il va falloir trouver des placements. De quelle manière ? De toute manière, on ne peut pas mettre tout. Donc, par contre, on a des gens qui sont très demandeurs, qui aimeraient bien sortir de leurs UC. Alors peut-être le marché obligataire qui peut revenir s'il y a une montée des taux d'intérêt, qui peut être un palliatif. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si les taux d'intérêt remontent durablement, ça va créer un nouvel engouement à nouveau pour les fonds en euros. Ça va ranimer le rendement, mais pas à la seconde. Mais pas à la seconde. Ouais. Donc ça pourrait même prendre plusieurs années. Donc voilà. Là, il y a vraiment cette appétence, parce que c'est ça ou laisser sur le compte bancaire pour certains. Oui, j'imagine qu'il va y avoir à nouveau des bas de laine conséquents. Voilà, et pourquoi pas faire ça mais il y a cette chose qui est, on ne veut pas les laisser faire parce qu'on avait décidé qu'il fallait pousser vers les UC, très bien, donc les compagnies ont toutes pris leur position. Et puis, on peut quand même, en plus, avoir une envie, si on réfléchit 2 secondes et qu'on a un client un peu averti ou qu'on a un conseiller, parce qu'on peut prendre conscience que qui dirait inflation dirait à un moment que ça va reprendre de la vigueur. Sauf que c'est pareil, comme on ne sait pas dire quand, et ben mon Dieu, on en revient à notre situation d'attentisme du départ. Et il y a dans ces moments-là aussi des petits malins qui peuvent, sur des fonds cantonnés, déclencher un fonds spécifique qui, lui, deviendra beaucoup plus vite plus rentable et venir concurrencer un autre fonds. En revanche, ça ne paraît pas possible à l'échelle de l'actif général d'une compagnie. Une compagnie qui aurait un seul et unique fonds euro, par exemple, ça ne paraît pas envisageable, ne serait-ce qu'à cause de la mécanique de ce que c'est. Voilà. Sachez qu'on peut faire des entrées progressives sur les contrats d'assurance. Ouais. Et le fait de laisser sur le bas de laine, il faut quand même expliquer aux clients qu'avec une inflation à 4,5, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Absolument. Donc, il peut nous les donner en honoraire, s'il veut. Voilà. Effectivement, Effectivement, on arrive quand même à faire des choses qui sont intéressantes et on a quand même des schémas qui peuvent aider nos clients à trouver des solutions. Alors on a vu un regain de l'inflation, remontée, certaines peut-être pas brutales, mais les taux d'intérêt. On a vu l'immobilier, les fonds en euros et les actions, alors. Les actions. Le paysage. Les actions. Vas-y. Oui, volontiers. Ça va faire la différence entre les très bons gestionnaires et les gestionnaires moyens dans tous ces marchés difficiles. Moi, je regardais certains fonds, certains marchés. On voit des différences entre des gens qui font, par exemple, du +1 avec la crise et des très grosses sociétés qui font du -30 sur des portefeuilles équivalents. C'est un problème des fonds thématiques aussi. Quand tu es sur des fonds, il y a des thématiques qui marcheront, d'autres pas, même si le gérant est bon. S'il n'est pas sur la bonne thématique... Donc les gestionnaires ou les conseillers financiers très spécialisés vont être recherchés. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les conseillers là sont importants pour les gens qui veulent rentrer dans les... Investir aujourd'hui son conseiller, c'est prendre un risque, et si vous n'êtes pas joueur, et si vous n'aimez pas vivre vos placements dans la volatilité, tiens, il n'y a que 9% des Français qui aiment ça. Donc voilà, 91% des Français détestant ça, même si 37 disent qu'ils feraient bien de la crypto. Oui. Juste à celle-là quand même. 9% disent qu'ils aiment le risque, mais 37 ou 40 disent que tiens, ils feraient bien de la crypto.
Oui, mais il croit qu'il gagne là. Oui, Oui, mais bon, non mais voilà. Oui, exactement. C'est Par là- rapport à ceux qui ont gagné beaucoup. Non, mais c'est là que c'est intéressant parce que c'est un changement. Mais aujourd'hui, venir sur des actions, bah, c'est un petit peu quand des gens disent qu'ils sont prêts à aller sur de la crypto, pourquoi pas aussi aller sur des actions, parce que je suis dans un univers qui peut être avec de la volatilité et qu'on sait que la majorité des gens ne gèrent pas. Donc effectivement, d'où le gérant, d'où l'importance du conseiller, d'où l'importance du fonds. Mais qui dit fonds même bien géré dit attention thématique. Donc après, on va prendre des fonds, alors des fonds de gestion non corrélés ou autres. Bon, bah là, ça revient à poser la question de la qualité du gérant dans un univers libre. Bon, oui, voilà. Il faut qu'ils viennent vers ça. Est-ce qu'il y a un avenir pour les actions ? Bien sûr. Évidemment qu'il y a un avenir pour les actions, puisque une action, c'est jamais que la représentation d'une entreprise. Donc on n'a pas dit que toutes les entreprises partaient au tapis. On a dit que quelques-unes allaient avoir un problème à cause de ce que la Russie provoque directement et à cause de tout ce qu'on a décidé mondialement, occidentalement, comme mesure de sanction. Donc ça aura un effet. D'autres iront bien, et puis à long terme, ça reviendra, et puis vous verrez que ça va bouger comme ça chez certaines. Une annonce de ça se calme, ça remonte, une annonce de ça redémarre, ça baisse. Oui, d'ailleurs, la bourse n'a pas dévissé, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un effondrement total quand on a annoncé cette troisième guerre, pratiquement, avec toutes les télévisions, c'était fini. Ouais. Et effectivement, ça n'a pas dévissé, ça arrive même à remonter. Ouais. Donc effectivement, il y a un véritable avenir pour toutes les actions et puis les UC qui en découlent, parce que de toute façon, ce monde-là est complètement lié. Donc il ne faut pas acheter tout. Ouais. Non, les marchés financiers sont pas finis. Alors on le disait, on vit un moment formidable. Hein. Il y a le Covid, la guerre en Ukraine. C'est compliqué. Je compare pas, hein, mais l'élection présidentielle qui arrive. Certains là disent, oulala, ça ralentit économiquement, il va plus rien se passer. Est-ce que dans vos métiers, vous le subissez ou moins ? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui. On est dans une période d'attentisme. On est dans une période d'attentisme. Ça a toujours été le cas avec une élection présidentielle. Alors, à des degrés plus ou moins poussés quand même. Hein. Ce qui est clair, c'est que les gens qui ont lancé des projets n'ont pas forcément de raison de l'arrêter à cause de la campagne présidentielle. Mais par contre, c'est vrai que se démarrer un projet au jour d'aujourd'hui, en sachant pas très bien comment sera le gouvernement, quels seront ses textes, où on en est sur la guerre, le Covid, etc., etc. Mais vous voyez, le problème, c'est que c'est plus spécifiquement lié à l'élection présidentielle. Ce que l'arrivée de l'élection présidentielle stoppe vraiment, c'est tous les travaux du gouvernement. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien au niveau Parlement, il n'y a plus rien au niveau gouvernemental. Tout ça est traité. Donc ça a certainement un effet. Mais pour une fois, je ne suis pas du tout sûr. Vous voyez, par exemple, quand on ne savait pas ce qui allait se passer sur les lois de défiscalisation immobilière et qu'on disait l'élection présidentielle va être ce qui se passe après, c'est bien, c'est mal, vous aviez deux options. La première, c'est tout le monde s'arrêter en attendant de savoir ce qui se passe derrière. Ou l'inverse, ce qu'on a aujourd'hui est bien, je le prends parce que derrière, ils sont foutus de me le faire sauter. Voilà. Or, on savait que les lois fiscales sont toujours à tiroir. Donc, quand tu es dans le tiroir au moment où il est fermé, c'est bon. Quand tu es de l'autre côté, il est fermé. Voilà. Donc, on pouvait avoir les deux logiques. Donc là, pourquoi cet attentisme et pourquoi ça ralentit un peu l'économie ? Est-ce que c'est vraiment l'élection présidentielle ? C'est pas si évident que ça, là. On a trop d'éléments qui font que, de toute façon, du calme. Alors je me souviens de vos 116 prises de position. Pour y revenir une minute, qu'est-ce que vous en attendez de cette élection présidentielle ? Plein de choses. Mais déjà, qu'on fasse en sorte derrière de ne pas endommager les entreprises qu'on a en France. Ça, c'est vital. C'est-à-dire que si en plus on nous dit qu'on est dans une crise, et il faut que les entreprises en France ne soit pas abîmé par le chef d'État et son gouvernement qu'il y a derrière. La deuxième chose, nous représentons des professions du conseil qui aident justement au financement de l'économie, directement ou indirectement. On représente les deux grands corps de métier, les conseillers en finance d'entreprise, eux c'est directement, si je puis dire, et les conseils en gestion de patrimoine et courtiers, eux c'est plus ou moins directement en fonction de la prestation qu'ils délivrent. Si on ne doit pas abîmer une catégorie d'entreprises, c'est bien celle qui aide les autres, si je puis dire. C'est nous. Donc nous, on en attend qu'il y ait un grand respect de ça, parce que de toute façon, même si vous faites une économie très étatisée, il faut bien que quelqu'un paye l'impôt pour ça, non ?
Donc, il faut bien que ce soit les entreprises. Donc, et pour produire et pour payer, il faut nous. Voilà. Et pour aider à produire et à payer, il faut spécifiquement à l'intérieur de cela, nous. Voilà. Donc, nous, on en attend un vrai soutien là-dessus et qu'on ne vienne pas nous perturber. Déjà. Je l'avais dit un peu cash, il y a un moment qu'on nous foute la paix. C'est-à-dire là qu'on nous laisse faire notre travail, qu'on nous foute la paix, surtout quand il y a une crise. Parce que pour le coup, on fait partie des catégories qui n'ont pas le droit à dire qu'ils sont de premier rang, deuxième rang, machin, etc. Mais enfin, on est quand même les pompiers. Quand il y a eu crise ou besoin de faire de l'épargne retraite d'urgence, c'est bien nous qu'on est venus chercher. Quand il y a eu une crise économique à chaque fois et qu'il a fallu refinancer les TPE-PME, c'est les experts comptables et nous qu'on est venus chercher. Les banquiers, les assureurs sur certaines poches et le reste, ce sont nos 2 corps de métier de conseil. Voilà. Là, vous en avez 2 des crises et éventuellement une 3e. Donc qu'on nous fiche la paix, mais surtout en dehors de nous, qu'on respecte les entreprises. On va en avoir besoin. Surtout si on dit aussi qu'on veut en relocaliser. On commence par respecter celles qu'on a et on les aide. Enfin, on les aide. Non, laissez-nous faire notre boulot. En fait, un chef d'entreprise, il ne demande qu'une chose, c'est qu'on le laisse faire son boulot. Il ne demande pas spécialement des subventions dans tous les sens. Alors, présidentielle en avril, après derrière les législatives, puis après les 100 jours de grâce. Alors, on ne sait plus s'il y en a 100 maintenant, c'est pas sûr avec les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on a droit à des réformes importantes en général. Là, je voulais vous demander votre avis sur certaines qu'on a évoquées. On a beaucoup parlé de fiscalité des transmissions. Oui. Je te laisse. Non, vas-y. Non. Ce qu'on aimerait dans ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est qu'il y ait un raccourcissement des dates sur lesquelles des espaces... Calculer les abattements. Voilà. Pour les abattements. D'accord. Et de façon à pouvoir faire circuler l'argent plus rapidement pour les générations et de le flécher mieux. De le flécher pour que ça soit productif. Donc, pouvoir organiser sa stratégie de façon plus régulière, tout à fait. Notamment pour transmettre de façon directement aux petits-enfants. Voilà. Et au lieu d'attendre 10 ans, faire 5 ans, par exemple, avec même des montants moins forts, mais plus souvent. Et sans pour autant alléger, parce que c'est toujours un sujet. Non, mais l'intergénérationnel est très important, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes, ils ont une volonté de créer. Ils ont une volonté d'aller vers l'entreprise, ils ont une volonté de faire. Ils sont souvent bloqués parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Effectivement, la recherche de financement est un vrai problème pour ces gens-là qui veulent... Injecter il y a plein de jeunes autour là, qui aimeraient bien faire quelque chose et qui sont bloqués. Et l'intergénérationnel serait très important, justement, pour aider ces gens-là à mettre l'étrier. Alors, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, hein, je le sais, mais qui est un sujet, c'est vrai, important, dont on parle depuis, et on n'arrive pas trop à le résoudre, c'est la problématique de la transmission d'entreprise. Oui, c'est-à-dire c'est un sujet dont l'ANACOFI, avec les conseillers d'entreprise, sont au fait, et comme les experts comptables, c'est qu'en France, les TPE, les petites PME, il y a un gros problème de transmission parce que la majorité, disons presque plus de 70% des chefs d'entreprise de ces TPE ont plus de 60 ans, 65 ans. Et ça, c'est très grave parce que la transmission est complexe. On a des dispositifs fiscaux, mais il faut imaginer autre chose. Voilà, alors on a... C'est pas que du fiscal. C'est pas du fiscal. On est en train d'imaginer, on a proposé dans nos 126... 116. La prochaine fois, 126. C'est déjà pas on en mal. a encore, mais... 116, pardon. Dans les 116 propositions, de faire peut-être un système d'options, parce que c'est très difficile de faire une audite exacte d'une TPE ou d'une PME. Et souvent, les gens ont envie de la gérer. Ils aimeraient bien pouvoir avoir une option. Une sorte de période d'essai, un peu. Une sorte de période d'essai. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de proposer. Justement, ça doit être aussi du législatif et aussi à nos adhérents de les sensibiliser. Après, toute une série, hein, parce qu'on n'a pas un remède miracle, on n'a pas vu de remède miracle. Oui. On a vu que ce qui avait été essayé, et même que nous soutenions, notamment les packs du trail, ou qui ont été améliorés avec même certaines de nos propositions d'avant, ça avait donné des résultats, mais ça n'avait pas résolu le problème. Ouais. Donc, on fait comme tous, et on a tous eu des grandes idées dans nos vies, puis quand on les met en œuvre, ça marchouille, quoi, mais c'est un peu décevant. C'est un peu la même chose. C'est tout ce qui a été fait très bien, mais on n'a pas trouvé la grande solution.
Alors, dans les 116 propositions, pour une fois, on n'avait plus d'idées géniales. On a fait une analyse, l'équipe de Jean-Louis, dans laquelle et Guy et quelques autres, qui est le président de la partie des métiers du conseil en finances d'entreprise de l'Anacofi, regardez où était ce qui bloquait malgré ces textes. Et en fait, du coup, on fait une série de préconisations qui, on peut l'espérer, toutes mises bout à bout en complément de ce qui existait déjà, devraient aider à améliorer cette situation. Parce que il n'est pas normal qu'il y ait autant d'entreprises qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Ça ne veut pas dire qu'elles allaient mal du tout. Il n'y a pas de repreneurs, pas de reprise. Voilà. Donc on dit qu'il faut ramener des entreprises qu'on avait installées à l'étranger. Mais en vérité, il faut déjà commencer à arrêter d'en perdre. C'est vraiment des entreprises perdues. Voilà. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, David, on évoque de plus en plus régulièrement la réorganisation des professions de l'immobilier. Oui, c'est un sujet qu'on a vu arriver là depuis quelques temps. Il y a deux grandes thématiques. Une qui est à peu près dans l'immédiateté, là, qui est la mise en application de la formation pour tous les gens qui font de l'immobilier, de l'intermédiation immobilière. Puisqu'il y a des sujets autour des agents généraux, des agents commerciaux, on attend un décret, on l'a pas, ils l'ont pas. Bon, voilà. Donc on voit toutes les organisations professionnelles travailler autour de ça, essayer d'échanger avec le ministère. Bon, le ministère ces temps-ci, autant vous dire qu'il a un peu autre chose à faire, mais il va falloir acter derrière. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, c'est on commence à avoir des bruits de c'est peut-être à notre tour, sachant que le monde du conseil intermédiation financière a eu le CIF au début des années 2000, sachant que le monde du courtage a eu la réforme qui est en cours et qui entre en vigueur au jour où nous enregistrons, il faut quand même noter ça. Et donc, c'est fait. Et quel est l'autre monde qui n'a pas encore vécu cette évolution vers une nouvelle régulation qui implique les professionnels? Ce sont les agents immobiliers. Donc on commence à entendre un certain nombre de voix dire, il faudrait déjà finir le boulot qui avait amené à la création du CNTGI, qui est l'organe un peu connu aujourd'hui, mais qui n'est pas véritablement l'autorité pleine et entière. Voilà. Donc il y a ces deux sujets qui semblent être sur la table. On va voir après l'élection présidentielle comment ça avance. Celui sur la formation ne pourra pas ne pas être résolu un jour. Il faut être très clair. Le texte, il est passé il y a des années. Comment se fait-il qu'on n'ait pas les décrets arrêtés ou autres qui permettraient de l'appliquer pleinement, basiquement? Peut-être aussi le sujet que vous aimez bien des commissions, vote de règlement. Oui, alors ça c'est autre chose. Ouais. Ça c'est autre chose. C'est Qui revient encore. Ça revient toujours et malheureusement on mélange le sujet modèle économique avec le sujet prix. C'est deux choses très différentes. Ce que l'on dit, c'est ne touchez pas au modèle économique, nos entreprises, nos métiers, y compris les agents immobiliers. Le système va très bien. Fichez-nous la paix. Tout qu'on avait fait en immobilier, on a fait une évolution avec la loi Allure qui était non négligeable. C'est qu'on a dit que ce sont des honoraires. Ça n'a l'air de rien. Mais le concept d'honoraire implique, entraîne, oblige, force, vous mettez le mot que vous voulez, la négociation. Donc, à partir de un honoraire, c'est un accord entre un client qui va payer on se met d'accord, et un professionnel qui délivre la prestation. Bon, le boulot était fait, point barre. Maintenant, qu'on vienne dire je veux imposer un modèle ou un autre, ça n'a plus de sens, ça suffit. Voilà, vous avez ça. Maintenant, vous encadrez comment on communique. Et après, la grande question qui arrive en immobilier, mais qui était déjà arrivée en finance et qui, à travers l'Europe, existe aussi, c'est le cap. Est-ce qu'on cape ou pas ? Est-ce qu'on plafonne, en clair, les frais, la rémunération, ce que vous voulez? Ça nous paraît être une solution de dernier recours. Et à chaque fois qu'elle a été appliquée, elle a été d'une inefficacité crasse, comme on disait quand j'étais petit. C'est inefficace au possible, c'est même destructeur de business pour les entreprises et même de rotation des actifs. C'est une mesure nulle. Voilà. Mais qu'on la dégaine, et elle a été dégainée dans certains pays pour ne pas trancher entre le modèle d'interdiction d'un mode de rémunération ou pas. Donc, quand dans ces pays elle a été dégainée comme ça, une espèce de compromis, pardon, à la con, mais de compromis qui fait qu'on arrive à fabriquer un écosystème, pourquoi pas. Donc, mais nous, en France, quand on a appliqué ce genre de choses, c'est juste nul. Les effets sont nuls, c'est pas efficace. Et qu'on garde ça si on n'arrive pas à se mettre d'accord entre deux modèles. Sauf que nous, en France, on a dit qu'on était dans un pays de modèle libre.
Voilà, qu'on nous foute la paix là-dessus, et qu'ensuite on parle en effet du niveau de prix. Alors oui, ça a du sens. Mais bloquer un prix, c'est idiot. Et vous faites quoi? L'inflation repart et vous allez débloquer ce prix? Mais bien sûr que non, ça ne s'est jamais vu. Donc vous allez flinguer les entreprises. Non. Laissez un consommateur dire à son conseiller « Pardon, mais tu touches pas 120 000 euros puisqu'on impose la transparence, tu vas pas toucher 120 000 euros pour 12 heures, tu déconnes ?» Non, non, non. Et laisser le professionnel lui expliquer que ça fait 40 ans qu'il le conseille pendant 10 heures par an et qu'il touche 150 euros forfaitairement, ou pas. Laissez cette explication avoir lieu. Voilà. Et puis terminer. Donc, voilà. Donc oui, il y a bel et bien des sujets, là, dans l'immobilier, comme dans la finance, comme dans l'assurance, comme dans la banque. Parlons prix, peut-être d'ailleurs, pourquoi pas dans des commissions spécifiquement dédiées périodiquement. Mais oui, effectivement, l'immobilier, on a vu le cap, on a vu le cap sur les immobiliers de défiscalisation et on voit que ça ne marche pas. Ouais. Voilà, ça ne marche pas. Pascal, le cap, ça met tout le monde au cap. Il n'y a plus de négociation. Ce que disent les Allemands, non, mais disaient les Allemands qui ont du cap sur certains produits. C'est incroyable. Ils parlent, eux, de détermination du prix de marché par leurs autorités. Ils ne parlent pas d'autre chose. Et ils parlent des petits malins qui cassent le marché en se mettant à zéro, alors qu'en fait, chez eux, c'est un cap, c'est un max. Et eux, ils disent, rendez-vous compte, moi je me souviens de discussions avec le président de la Fédération allemande, de nos métiers, qui dit, c'est pas possible, ils m'ont baissé notre rémunération de 20%. Ils ont baissé la rémunération de 20%. Ça veut dire quoi? Ils ont baissé le niveau. Mais c'est un max chez toi, ça. Oui, non, mais d'accord. Mais on est tous alignés, sauf les brokers qui revendiquent. Tout le marché s'est aligné. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais voilà comment c'est perçu. David disait tout à l'heure, on enregistre aujourd'hui le jour où entre en vigueur la réforme du courtage. L'Anacofi, c'est parti. Oui, exactement, c'est parti, la réforme du courtage. L'Anacofi a reçu son agrément. Quel est l'enjeu pour vous? L'enjeu, il est déjà, on est soulagé. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour cet agrément, il faut quand même le dire, puisqu'on est parti d'un principe où, je veux dire, il y a cette réforme du courtage, qui était un grand mot, réforme. On a voulu réformer, on a mélangé deux métiers quand même. On a voulu rendre dans le même moule, ce qui n'est pas forcément évident, qui ne fonctionne pas véritablement de la même manière. Et on a beaucoup travaillé dessus et on s'est aperçu que la première réforme, c'était le travail des associations pour arriver à se mettre à niveau, pour arriver à offrir quelque chose, puisqu'il ne faut pas oublier que nous, on est là quand même pour représenter nos membres. Ouais. Et c'est quand même le but de notre association. Donc on a toujours eu ça à l'esprit de dire on est là et on travaille pour nos membres. On a eu cette réforme imposée, on a travaillé avec la CPR, on a travaillé grâce à la CPR, et on est arrivé à faire quand même 113 pages, où on a... Sans les annexes. Non, parle pas des annexes, parce que là, on a fait un dossier quand même très complet, on a été obligé de retravailler certains de nos modèles. Nous y sommes. Maintenant, on va faire en sorte de pouvoir aider nos membres, de véritablement d'essayer de faire... Je pars du principe qu'à partir du moment où on réforme, on est une profession qui était déjà une profession qui est réglementée, qu'on va encore surréglementer. Et le fait d'être sur un règlement qui est commun à tout le monde, qui n'était pas forcément appliqué, va nous permettre d'être plus forts vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du monde bancaire, parce qu'on pourra en parler du monde bancaire et des problèmes à l'heure actuelle, et effectivement de dire ce monde-là, à partir du moment où tout le monde est sur un pied d'égalité, nous, on aura le travail au niveau de l'association de rendre tout le monde uniforme, d'expliquer pourquoi on le fait. Et je pense que la formation qui est associée est très importante par rapport à cette démarche. Donc, par contre, pour moi, c'est que la première étape. Et on en avait discuté déjà avec les personnes en charge à l'origine du projet, qui est un peu ukrainienne d'origine. Et effectivement, cette phase, pour moi, c'est la première étape. Il va falloir aller plus loin, parce que la loi, par exemple, de 2013 sur l'IOBSP est à revoir. Pourquoi le cocourtage est bloqué sur l'IOBSP? C'est un frein réel. Pourquoi les banques ne rendent pas le mandat opposable? Il y a un vrai problème. N'acceptent pas que le mandat leur soit opposable. Voilà, c'est un réel problème. Et tout ça, ça doit être, à partir du moment où on nous réglemente, on nous fait confiance, on ne doit pas se trouver dans l'attitude d'un médecin qui dirait « je suis capable de faire l'ordonnance, je suis capable, mais je ne peux pas vous délivrer les médicaments parce qu'en face, ils ne veulent pas vous les donner. Ça, c'est un problème. Ouais. Donc il faut qu'on aille plus loin et qu'on fasse écouter de la bonne parole maintenant.
Est-ce qu'on peut rappeler plus globalement ce qu'elle change, cette réforme, dans les grandes Alors, lignes? pour les gens qui étaient déjà de nos membres, ça ne change pas radicalement. C'est-à-dire qu'en fait, on va vérifier. Je parle bien de vérification, pas de contrôle. On va vérifier qu'ils ont la capacité, qu'ils ont la formation, qu'ils aient les garanties d'usage professionnel des RC, les garanties financières, tout ce qui fait que, normalement, ça existait déjà. Sauf que tout le monde n'était pas obligé de le faire puisqu'il n'y avait aucun contrôle. Alors, ça aurait dû être contrôlé par la CPR. Oui, c'est ça. Mais en venant sur site. Mais en venant sur site. Et la CPR, puisqu'on a vu avec, quand on a fait notre université d'été, qui nous a dit qu'ils avaient fait 80 contrôles. Bon, sur le 54 000 courtiers, si vous voulez, c'est pas possible. Donc, en gros, on va être la première étape pour dire on met tout le monde à niveau. Ça, c'est super important. Après, une fois qu'on aura fait ça et on aura les moyens de dire, bah, écoutez, tous les gens qui travaillent avec nous sont clean, propres, réglementés. Faites-nous confiance. Laissez-nous travailler maintenant. Et on est des associations d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va leur fournir les moyens de faire. C'est-à-dire que l'une des autres remarques qui a amené à cette réforme, c'était, bon, il y a ceux qui ne veulent pas, et on va pouvoir voir qui. Il y a ceux qui ne savent pas comment. Et là, les associations vont leur donner le voilà pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, c'est là que Pascal a raison, on va remettre tout le monde sur au moins un niveau de base qui est celui de la stricte application de la loi, qui date de 2018 et même pour certains textes de 2016 et même encore avant. Et là, on va pouvoir garantir que tout le monde y est. Voilà, ce qui est pour le consommateur, parce que n'oublions pas qu'on est dans un monde du consomériste, hein, donc c'est fait pour ça. Il n'y avait pas de constat de grands incidents, mais enfin, pour le consommateur, il y en a quand même un peu, donc stop. Voilà. Mais on va pouvoir donner, on va pouvoir poser sur la table ou mettre sur des serveurs chargeables ce qu'il leur faut pour pouvoir le faire, pour ceux qui ne savaient pas comment s'en sortir, et notamment les plus petits. On parle de réformes. Dans le cadre des réformes, très souvent, vous êtes, je dirais même très régulièrement, vous êtes consulté en tant qu'association. Est-ce qu'actuellement, il y a des consultations en cours ? Oui, oui. Malgré l'élection présidentielle qui habituellement met tout à zéro, mais Bruxelles n'a pas d'élection présidentielle, donc Bruxelles ne nous oublie pas. On a une série de consultations autour de tout ce qui est MIF et DDA, spectre large, hein, parce que là, pour le coup, je ne sais pas combien ils vont nous en inventer, mais alors sur MIF, au lieu d'un gros paquet, c'est une espèce de série, un chapelet. Qui traîne de consultations sur tous les thèmes. Puis quand vous pensez que vous en avez fini, vous en sortez une autre. Puis vous avez l'impression des fois il y a 3 mois, on a déjà un peu répondu, mais on recommence. Bon, donc, oui, alors je vous le confirme, oui. On en a 2 là dans les tuyaux des consultations d'accompagnement de MIF, de MIFID. Donc cette grande directive où la grande bataille, c'est nos modèles économiques, mais pas que. Comment on fait l'adéquation, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc là, on en a 2, et on essaye d'ailleurs de répondre dans les temps, puisqu'on fait une grande compilation des réponses des différentes fédérations européennes, des différents pays, pour envoyer en bloc. Donc on essaye de tenir les délais, parce qu'on s'est tous donné des délais de préparation en amont, pour que tout ça soit compilé, correctement traduit dans un anglais qui soit le même pour tout le monde, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Voilà, donc on en est là. Donc là, on en a 2, évidemment. Ensuite, on a une consultation qui est arrivée, dans la très française, de 3 services de Bercy, qui est autour de ce dont on parlait au départ, en fait, des résidences principales en zone tendue. Donc on va voir ça. Et je crois que je pense qu'on est à peu près bon dans les principales consultations du moment. Ça va redémarrer bientôt. Ça va redémarrer. Alors, habituellement, dans une élection présidentielle, vous parliez des 100 jours. Et bien, les 100 jours, c'est pendant ces 100 jours qu'on a la paix. Oui, parce que là, c'est tout droit. Non, oui, alors, oui et non. Oui, mais on est invité à venir expliquer nos points de vue, nos avis, enfin, découvrir les équipes. Et ils préparent leur grande loi. Et donc, on est averti qu'il va falloir venir. Voilà. Et donc, on a une espèce de travaux pré-préparatoires qui font une accalmie en termes de sortie de textes qui vont impacter nos professionnels. Et ça, c'est honnêtement
c'est pas mal, parce que quand vous devez répondre à des consultations en même temps que traduire pour que nos membres comprennent une kyrielle de textes, ce qui en général vient 6 mois après l'élection présidentielle, où là vous avez la totale. Et compte tenu du timing, je vous laisse calculer 6 mois. Bruxelles, c'est le retour des fonctionnaires au travail pour eux et la sortie de tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant l'été. C'est juste un enfer. Donc la fin de 2022 a toutes les chances d'être un enfer consultatif. On le sait, mais donc là on est un peu plus au calme. Oui, non, mais vraiment. Alors pour le coup, là, on a des consultations, mais on est un peu plus au calme qu'on a pu l'être. Voilà, je crois que sur l'immobilier, c'était lié aussi à la formation. Il y a des petites choses comme ça. Il y a toujours des petites consultations complémentaires, mais je crois qu'on est le plus gros là. Je voulais même rajouter sur la réforme du courtage, c'est parti, mais nous on est prêts. On a déjà notre première commission qui va avoir 200 dossiers à vérifier pour rentrer dans cette nouvelle loi. Donc à partir du 1er, c'est déjà parti. Et là, on a un petit peu de travail parce qu'on sait que ça va s'échelonner tout au cours de l'année. Et début d'année des prochaines, on a tous les gens à rentrer maintenant qui sont déjà en existant. Donc ça, je veux dire, il y a un travail considérable pour l'association. Et sachez que nos équipes sont prêtes, elles sont dédiées, elles sont formées. Tout est prêt pour accueillir nos nouveaux membres. Donc quelques mois de tranquillité, quelques mois pour lancer le Tour de France 2022. Alors je parle du Tour de France de l'Anacofi, pas de vélo. Comment ça se profile ? Ça se profile bien, sauf Covid, bien sûr. C'est toujours la même chose. Hein. Donc 3e année où on va encore devoir surveiller ça. Bon, je pense que beaucoup de gens, si le Covid reste ce qu'il est, même s'il monte, les gens vont vivre avec. On aura peut-être moins de monde que ce qui était prévu. Mais justement, on avait réorganisé le Tour de France en se disant que de toute façon, l'appétence pour le présentiel était moins grande. Donc, théoriquement, cette variable-là, si ce n'est pas une vraie coupure obligatoire, on devrait savoir la gérer et avoir justement des événements qui sont sympathiques. Donc, c'est parti. Ça part quelques jours après notre convention. On va attaquer par Lille. On va ensuite passer par Toulouse, par Bordeaux, par Rennes, par Marseille avec la maison de Marseille. C'est amusant parce qu'on dit en général la maison de Marseille, les Marseillais appellent ça la petite maison. Mais bon, c'est la maison de Marseille, pour eux ça n'a pas de sens. Donc ils appellent ça la petite maison localement. Mais c'est en fait le grand événement PACA de l'Anacofi. Et puis on finira par Biarritz, avant de faire une coupure pour l'été. Donc tout ça est planifié, organisé, les dates. On va être accompagné pour la première fois par des structures de formation connues qui viendront ajouter de la formation à celle que nous dispensons avec notre propre centre sur des formations plus spécialisées qu'on n'a pas vocation à créer. Donc pour tester, on va tester cette année avec l'OREP et FIDROIT. Donc on s'est vraiment entendu avec eux. Hein. On est en mode test. On ne va pas en mettre sur chacune des sur chacun des 22 passages. Je crois qu'on doit avoir 19 villes et 22 passages. On ne va pas en mettre sur chaque, mais on va déjà commencer à tester. On va voir comment ça peut se passer avec ces semaines blocs, ce retour des semaines blocs d'antan, qui était le modèle des années 2006-2008 de l'Anacofi, qui avait disparu au profit d'une caravane qui n'arrêtait pas de tourner, si je puis dire. Voilà, donc c'est parti, c'est lancé, la communication est faite. Maintenant, on va voir si ça se remplit. Compte tenu des effectifs et compte tenu du faible nombre de dates, ça devrait se remplir. Bien entendu, on va conserver l'option des formations e-learning, l'option des choses qu'on fera en visio, l'option des classes virtuelles. Enfin, on garde tout ce que pendant le Covid, on a dû déployer ou tout ce qui s'est imposé, parce que l'e-learning existait avant, mais c'est imposé pendant. Tout ça est conservé. Mais le Tour de France, voilà, il est parti, on est très content de ça. Et on va attaquer par Lille. On va se revoir. Ouais. C'est ça, c'est important. On va se revoir. Ceux qui veulent se revoir vont se revoir. Ouais. Voilà. Ça, par contre, c'est vrai qu'on fera les comptes après. Hein. Ouais. Et vous allez vous revoir alors dès la semaine prochaine. Oui. Parce que dans quelques jours, c'est votre convention annuelle, mercredi, jeudi. Quel est le thème alors cette année ? Alors, le temps du montage, il y a même des chances que ce soit cette semaine. Le temps du montage, il y a des chances. Le temps du montage, je pense qu'on sera cette semaine. Ouais. Bon, le thème, parler des 2 années qui viennent de passer, parler de ce que l'on a fait, puisque l'Anacofi a quand même vécu une réforme interne depuis 2019. Donc, c'était quoi ? Ça en arrive, en plus, ça vient avec la réforme du courtage, qui vient comme une espèce de prolongement du projet initial et qui nous a amené à faire des choses, des évolutions. Donc, on va parler de ça, on va parler de nous, on va parler de l'extérieur et de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Donc, c'est
Retour sur les 2 années. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qu'on est devenu pendant ces 2 années? Projection. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on prépare? Et puis, cette réforme de l'ANACOFI, elle amène à quoi au bout? Donc on va essayer d'expliquer comment on est en train de transformer, de finir de transformer cette association. Alors c'est pas une vraie transformation. Transformation, c'était la réforme d'avant, c'est une évolution. Et l'évolution en termes de moyens humains, techniques, tout ce que vous voulez, en termes de gouvernance. Et donc voilà, on va expliquer ça. Et puis après, le thème, on l'a mis à la fin, c'est se retrouver. Et là, pour le coup, c'est vraiment se retrouver. Ceux qui ont envie de venir voir leurs confrères, voir ce qu'on peut raconter, et on sera là. Et on sera ravis de les voir. Voilà, on a mis des tables rondes qui, je pense, on a créé une vraie ossature sur les tables rondes. Ça commencera avec Pascal, Guy et quelques autres qui sont les responsables de parties de l'ANACOFI thématiques. Donc, à eux d'aller parler de ça, des grands sujets de ces thématiques. Pascal sur le courtage, Guy, toi tu seras sur la partie syndicat. Et puis après, donc, il y a quelques autres, puisqu'on a un certain nombre de dirigeants par thème. Ensuite, on a une deuxième table qui est là, les autorités extérieures, avec notre secrétaire général qui leur répondra, mais qui sera en rebond. Et ce sont nos invités extérieurs qui vont dicter les thèmes de la table et surtout occuper le terrain. Et puis une troisième où là, entre 3 grandes associations, l'AFG représentée par Éric Pinon, Julien Serraki, la CNCGP, qui est souvent l'association qu'on montre comme étant celle d'en face. Bon, celle d'en face, vous voyez, on partage des tribunes ensemble sans aucune difficulté. Et justement, on va s'amuser à essayer de montrer les différences alors qu'on est à l'intérieur du même univers, toutes ces 3 associations, même s'il y en a une qui est le monde de la gestion. Voilà. Et on va essayer de donner la lisibilité comme ça. Vous partez de l'intérieur de l'ANACOFI, vous allez voir ce qui est autour, mais ce qui l'encadre, si je puis dire, et en l'accompagnant. Et après, on va avoir une vision avec le monde associatif qui nous entoure. Nos points communs, nos différences, nos lectures différentes des choses, justement. Voilà. Et après, on est parti sur nos assemblées générales. Je fais le discours sur l'état de l'Union. C'est un peu ça en début d'après-midi. Très attendu. Ce qui évite d'avoir à faire des rapports moraux très très longs dans chacune des assemblées générales. Et ensuite, on attaque les assemblées générales. On conclut pour la première fois par une remise de prix de mémoire et thèse, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Oui. C'était prévu mi-décembre et ça a dû être annulé à cause du Covid. Et ensuite, le moment de convivialité, nous ne saurions finir sans ça. Et justement, pour se retrouver, on a de la place. Donc, les gens peuvent venir. On ne sera pas trop collés, sauf si on le veut. Le lieu est grand, donc on va essayer de s'étaler le plus possible quand même. Il faut qu'on fasse un minimum attention, même si ce sera quand même beaucoup plus relâché qu'il y a quelques mois. Voilà le thème, voilà comment ça va se faire. Tous nos membres sont les bienvenus, nos invités sont les bienvenus, nos partenaires médias et autres partenaires sont les bienvenus. Voilà, venez voir, je pense qu'on n'a pas fait ça depuis 3 ans. C'était quand même assez reconnu comme étant un grand moment, faut que ça le soit à nouveau, quoi. Cette émission se termine. Je ne voulais pas la terminer sans une bonne nouvelle. J'ai cru comprendre que vous aviez reçu une pluie de nouvelles adhésions. Alors, à quoi vous devez cette bonne nouvelle qui permet de commencer l'année, j'imagine, très optimiste? Alors, oui, de toute façon, pour la première fois de notre histoire, on est en solde positif dès le début de l'année. Donc, ça n'est juste jamais arrivé, sauf les 2 premières années de l'ANACOFI, mais quand on a transformé le think tank en association et que les copains sont venus nous rejoindre, donc les 7 du début ont fini à 30, et puis les 30 à 120, là, évidemment, ça arrivait très vite, mais ça a duré 2 ans, donc ça, on met ça de côté. Ça n'était juste jamais arrivé. Donc oui, bien sûr, on est très content. Pourquoi? 2 explications principales. La première, quelques transferts. Quelques arrivées, il y a quelques gros acteurs de dedans et de dehors qui se déploient. Et donc, l'un n'était pas chez nous et est en cours de transfert depuis déjà quelques mois, donc a amené toutes ses équipes, ses cabinets rattachés. Et dans le même temps, quelques-uns de nos gros membres historiques ont eux-mêmes
ramener leurs troupes, ce sont soit des mandataires, des co-courtiers, ce que vous voulez, mais voilà. Ça, c'est un premier phénomène, mais on a quand même un deuxième phénomène qui fait que rien que ça on voit plus d'adhésions que dans les pics classiques. C'est les adhésions standards, des entreprises standards nouvelles, qui n'arrivent pas avec tout leur réseau, mais qui arrivent en nombre. Et celles-ci, on peut imaginer que c'est la réforme du courtage qui les a incités à se dépêcher, mais aussi le début d'un phénomène qui est peut-être lié à ce Covid et à cette envie de changer de vie, ou alors au fait que votre employeur vous a viré. Dans toutes les crises, on a connu ça. On est un métier de reconversion très clair. Donc ceux qui ont dit, bah, tiens, je déménage à l'autre bout de la France par rapport où j'habitais, mais je sais faire un métier, mais je le faisais comme salarié, qu'est-ce que je fais? Il y a un petit peu de ça. Très peu de transferts, par contre, ça ne vient pas des autres associations. Donc voilà, j'ai un peu tout ce qu'on connaît comme ressort d'arrivée de membres qui fonctionne au même moment. Alors forcément, ça monte et ça prend des proportions assez considérables. Heureusement que nous avons engagé tous nos travaux de réforme digitaux, de réforme digitale en amont. Parce que quand on voit à quel point ça avait été compliqué, si on avait là les problèmes qu'on a eus au lancement de l'outil, je pense que nous aurions une bonne dizaine de démissions de salariés. Voilà, donc là ça va, le système est enfin débugué, donc ce rush arrive au moment où on peut l'encaisser. Sinon c'est bien, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça aussi. Ça fait plaisir. Franchement, en plus on reçoit des messages, de gens qui ont choisi notre association parfois. Parce qu'attention, aujourd'hui ils font leur marché. Ouais. Mais je pense qu'on est sans doute l'association la mieux préparée à cette réforme, avec tout ce qu'on a fait en amont, il me semble. Je ne sais pas ce que les autres ont fait. Ce que je sais, c'est que nous, on a fait l'effort et qu'on l'a dit dès le début qu'on le ferait. Oui. Et on avait quand même un avantage aussi, c'est qu'on avait la taille et on avait la démonstration de l'avoir fait sur le CIF. Oui. Voilà. Après, je me rappelle sur le CIF, pour avoir été pendant la réforme du CIF, qu'on était l'association, à l'époque, la seule à dire que nous, on allait y aller à fond, alors que les autres se posaient des questions... au début du projet, oui, mais voilà... mais là, il y a eu un peu la même chose. Il y avait un peu la même chose. Vous avez des grandes associations qui n'étaient pas d'accord sur cette réforme et qu'on a vu... C'est vrai, bon, voilà, c'est vrai. Si ce n'est que, par exemple, la CNCGP qu'on accueillera pendant la convention, elle était elle aussi partante, or c'est l'autre grande de l'univers des CGP. Oui, voilà, en plus, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour eux, mais c'est vrai que nous, on a aussi dit qu'on ouvrirait sur la réforme du courtage, mais sans ouvrir les portes en très grand, on voudrait pas perdre notre âme. Et malgré ça, on a une arrivée aussi forte. C'est très bien. Franchement, voilà, je peux pas dire grand-chose d'autre. On va essayer de l'encaisser et de la gérer au mieux. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident de c'est bloqué. Ce que ça bloque, en fait, en vérité, c'est le traitement des réadhésions, d'un certain nombre des éléments administratifs, des dossiers de réadhésion qui sont arrivés en masse. Donc on s'en sort, mais l'équipe de gestion des relations adhérents et des adhésions souffre. Elle tient, mais elle souffre et on peut les remercier. Oui. Mesdames, puisque c'est une équipe constituée exclusivement de dames, merci, parce que je peux voir quand je suis dans les locaux le travail qu'elles font, avec en plus des nouveaux outils qui, même s'ils fonctionnent, sont nouveaux, donc il y a des automatismes qui ne sont pas encore là. Bon, voilà. Donc, mais très, très bonne nouvelle, très bon début d'année, il faut que ça continue. Et il est vrai que maintenant, toutes ces réformes qui se superposent les unes aux autres font que les petits cabinets qui sont tout seuls ne peuvent plus avoir la liberté d'être tout seuls. Ils ne peuvent pas rester seuls. Donc ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de gens autour d'eux pour les fédérer, pour arriver. Et c'est très important. C'est vrai que ça, c'est l'avancée, c'est la montée en puissance de tous ces gens. Et effectivement, là, on a une place importante et prépondérante à faire. Ouais, parce et on entend jouer ce rôle-là, parce que c'est un rôle très important. Ouais, quand on dit tout seul, c'est pas possible, c'est-à-dire parfois certains le traduisent, pas vous allez vous faire manger. Non. Ou ils vont être dans une association. C'est pour ça que nous, on avait plein de petits qui vivent très bien. Chaque fois qu'on me demandait des statistiques, on me disait les petits vont mourir, ils meurent chez vous. Je dis, ils meurent pas chez moi. Mais non, mais je leur donne tous. Je leur donne peut-être des outils de base qui sont sans commune mesure avec ce qu'un réseau ou un groupement va leur donner. Je leur donne des outils pour fonctionner, je les leur donne à pas cher. Donc si derrière ils savent faire leur travail et qu'ils achètent les outils pro, mais même là-dessus, je leur ai trouvé un prix
Bien sûr, c'est plus cher que s'ils étaient dans un réseau, mais c'est pas le même fonctionnement. Et ben, ça marche. Et donc, ces petits-là, avec cette réforme, voient bien que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Tant qu'à faire, autant y aller vite. Plus vite ils y seront, plus vite ils pourront bénéficier de ce qu'on peut leur donner, ils verront ce que c'est. Bon, voilà, enfin, doucement. Là, on est encore à 5%, à mon avis, de ceux qui sont déjà répartis dans les associations, du volume potentiel de ce qui va nous rejoindre sur 1 an et demi. Hein. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est quand même déjà presque 10% du volume, plus de 10% du volume que l'on avait au 31 décembre, en quelques mois. Mais quand on regarde ce qui devrait rentrer derrière, ça devrait rester quasiment comme ça pendant 1 an. Hein. Voilà. Merci à tous les 3. Très belle convention annuelle. J'ai hâte de vous y rejoindre. Eh ben, vous serez le bienvenu et vous serez les bienvenus. Et puis, quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, les rendez-vous de l'Anacofie. À très bientôt.